mais aussi des perspectives d'avenir de notre invité. Et pourquoi pas parler aussi des nouvelles stratégies arrêtées juste après les mini-congrès de l'UDPS et officialisation de son candidat naturel. Nous allons aussi brosser sur les réalisations de l'UDPS depuis son accession au pouvoir 4 ans après et demi, et qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan qui a été établi par les pouvoirs en place. Bien évidemment, nous allons parler aussi sur la diplomatie du chef de l'État face à l'insécurité qui gangrène l'Est de notre pays, mais aussi l'adhésion de la RDC à l'EAC. Et pour chuter, nous allons parler des élections, vu que nous déjà nous tendons à la date butoir des élections. Et surtout, je rappelle que le chef de l'État tient mordicus toujours à organiser des élections transparentes, libres et crédibles. Alors, c'est au cours de cette émission que nous allons tout temps pour parler avec notre invité habilité à qui je m'en vais dire joyeusement bonjour maître Évariste Goethe. Bonjour messieurs les journalistes. Je pense que vous allez très bien. Dieu nous fait grâce. Très bien. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge de la justice et des droits humains de l'UDPS. Hormis cela, vous êtes aussi maître avocat. Exact. Voilà, merci beaucoup. Comme à l'accoutumée, j'ai toujours posé cette petite question. Si nous sommes en face d'un visage un peu très connu du côté de l'UDPS, bien sûr, de savoir comment se porte d'abord votre santé politique en tant que l'UDPS. Oui, merci pour la question. L'UDPS se porte à merveille. La preuve, nous sortons d'un congrès extraordinaire qui s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, nous sommes là en bonne santé. La question qui se pose maintenant dans l'opinion publique est que vous étiez autrefois à Kisantu, je pense, c'était dans une session comme ça organisée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Non, par la convention démocratique du parti. Exactement, ça la précision. Et par la suite, vous avez organisé un mini-congrès, c'est pas c'était pour désigner votre candidat naturel. Je ne sais pas. Est-ce que ce que vous avez débattu à Kisantu, vous l'avez encore débattu au mini-congrès pour toujours désigner votre candidat naturel? Voilà, pour être un peu plus clair, Oui. pour éclaircir la question, pour tous ceux qui ont encore des zones d'ombre, la convention démocratique, c'est un organe du parti qui statue sur toutes les questions qui ne sont pas prévues dans les statuts. Alors, la convention démocratique a prévu, dans une résolution, lors de la session de Kisantu, qu'elle conférait des pouvoirs spéciaux au secrétaire général pendant cette période où le président est occupé à ses tâches d'État. Et également, nous avions désigné M. Félix Tshisekedi comme candidat président de la République pour l'UDPS. Seulement, il y avait un petit problème, c'est que statutairement parlant, il ne peut être désigné que par un congrès. Et c'est à ça que nous nous sommes attelés lors du congrès extraordinaire de Ngandayala. Mais avec cette dislocation qui s'est observée tout juste après l'exclusion définitive de M. Hubert Mokounan et les autres, ne voyez-vous pas que l'UDPS est en train de se fragiliser à petit feu alors que nous tendons déjà à la date butoir des élections? Mais écoutez, l'UDPS est impersonnel, on ne peut pas l'identifier à un individu, quel qu'il soit. Et dans toutes les organisations, il y a une certaine discipline à observer pour que ça ne soit pas la jungle. Et je crois que tous les combattants savent qu'ils doivent respecter la discipline du parti. Tous ceux qui contreviennent s'exposent et on n'y peut rien. Mais vous prenez l'unité, je vais dire comme ça bien sûr. Auparavant, s'il vous plaît. Auparavant c'était Jean-Marc Kabound qui était parti définitivement, ou bien exclu définitivement. Après Jean-Marc Kabound, c'est maintenant le tour de M. Hubert Mokounan et les autres. Pourquoi ne pas prodiguer des conseils? Parce que nous savons tous que l'UDPS prône surtout l'unité. L'unité, elle se fait toujours autour des valeurs. L'unité, elle ne se fait pas gratuitement comme ça. Elle se fait autour des valeurs. Et vous savez, considérer l'UDPS comme une école où il y a un règlement intérieur et que tous les élèves qui contreviennent à ce règlement sont sanctionnés. On ne va pas se permettre de garder un élève qui a
enfreint le règlement intérieur sous prétexte que l'école va se dégarnir. Ça risque de fragiliser même le prestige de l'école. Donc c'est pour des raisons de discipline et d'ordre qu'il faut sanctionner tous ceux qui vont contre la ligne du parti. Alors, Maître Évariste Côté, toujours dans ces mêmes bottes d'idées, je voudrais paragrapher mon confrère Morbilolo qui parlait bien sûr de cette dislocation, cette guerre qui s'est installée au sein de l'IDPS. Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce que vous avez eu comme des coups, manque de gouvernance pendant 2 ans, puisque nous avons eu à recevoir quelques figures de l'IDPS qui se sont plaints de ne pas bien gérer les pays lors du mariage FCC Cash. Alors, lorsque vous êtes en train encore d'engager, donc par les soi-disant membres que vous qualifierez, de créer des guéguerres au sein de l'IDPS, n'est-ce pas, vous êtes en train de vous creuser, je dirais, un puits qui peut encore vous surprendre en 2023 lors des les scrutins à venir? Mais écoutez, il faut qu'on soit d'abord clair. Qu'est-ce que vous appelez guéguerre au sein de l'UDPS? Parce que dans une formation politique digne de ce nom, la compétition existe et elle se manifeste justement sous forme de ce que vous pouvez appeler guéguerre entre les membres. Mais ici, nous devons être d'accord que chaque membre, quelles que soient ses ambitions, il ne peut pas, au nom de ses ambitions, piétiner l'intérêt général, c'est-à-dire la discipline du groupe. Vous comprenez? Et je vais vous rassurer, l'UDPS, c'est la première formation politique du pays, si pas de l'Afrique. Je pèse mes mots. Et tout individu qui saboterait le fonctionnement du parti, membre soit-il, il sera sanctionné. Voilà. Vous savez, si je vais paraphraser par rapport à ce qu'il dit, nous prenons l'union sacrée parce que l'UDPS fait partie aussi de l'union sacrée et qu'on sort, mais nous voyons d'autres figures qui viennent du FCC. Je cite d'ailleurs M. Lambert Mendo Malanga, il y a M. Alain Atundou et les autres qui ont adhéré bien sûr à l'UDPS. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec tout ce qui se passe, votre candidat naturel sera bel et bien élu? Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toutes les formes politiques, toutes les formations politiques, sont en train de se fédérer autour du leadership du chef de l'État actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et ça prouve qu'il a un leadership sain et consommable. Vous comprenez? Alors, son leadership va au-delà des frontières de l'UDPS. C'est ça qui explique l'adhésion des caciques du FCC. Voilà. L'UDPS a accédé au pouvoir depuis 2018, je peux dire comme ça. Et aujourd'hui, c'est déjà presque 4 ans et demi. Déjà presque fait mandat, les gens se posent beaucoup de questions. Quelles sont les réalisations possibles qui feront à ce que l'UDPS prend toujours les bâtons de commandement de ces gigantesques pays, que moi j'appelle les dons bénis des dieux, bien sûr. Quelles sont les réalisations ou quel est le bilan positif que les gens peuvent retenir pour réitérer leur confiance en vous? Ok. Je vais y aller très vite parce que si je dois donner les détails, on va passer la nuit ici. Exactement. Il y a tellement de réalisations, mais je vais expliquer ça d'une manière un peu plus concrète. Okay. Vous savez, pour changer, et ça tous les philosophes sont d'accord, pour changer une société, il faut éduquer. Il faut changer la mentalité des personnes. Et on ne peut commencer que par ça, si on veut changer. C'est pour ça que la mesure phare du président de la République, accompagnée par l'UDPS, c'est la gratuité de l'enseignement. Avec ça, nous avons des millions et des millions de compatriotes qui ont accès à l'éducation. C'est vrai, la qualité de l'éducation, elle doit être améliorée,
mais même en France jusqu'aujourd'hui ou aux États-Unis, ils réfléchissent comment améliorer leur système. Donc c'est une roue infernale, l'amélioration du système éducationnel. Mais il faut d'abord mettre à notre actif l'accès à l'éducation aux millions d'enfants avec la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est un. Nous avons également, sur le plan infrastructurel, c'est-à-dire les infrastructures, nous avons également beaucoup d'ouvrages, notamment l'hôpital de référence Mama Yemo, qui va être inauguré bientôt. Dans chaque province, nous avons au moins, je dis bien au moins 10 écoles construites sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi. Et nous sommes à plus de 200 ponts en cours. Ça veut dire qu'ils vont être jetés contre 14 ponts pendant les 18 ans de M. Kabila. Vous comprenez un peu, je suis en train de vous donner la mesure des actions du chef de l'État. Comment réagissez-vous? Mais j'ai pas fini, hein, mais il y en a légion. Il y a beaucoup d'actions du chef de l'État. Dernièrement, il y a la couverture santé universelle qui commence par l'accouchement gratuit. Vous êtes au courant? Exactement. Voilà, donc accouchement pécomi gratuit. Et on est en train d'aller vers la couverture santé universelle. Je ne vous monopolise pas la parole, maître Évariste, mais j'ai traduit juste ce que la population dit. Comment réagissez-vous à ce qu'ils disent, que vous vous focalisez beaucoup plus à Kinshasa, au lieu de construire aussi dans des provinces? Parce que nous voyons avec le projet de 145 territoires, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ben, écoutez, dans votre question, il y a une réponse, mais de cette réponse, je peux rebondir sur votre réponse. Oui, allez-y. Parce que ceux qui se plaignent, qu'on ne se focalise que sur Kinshasa, ils ont pour réponse le projet de 145 territoires. Ça, c'est pas à Kinshasa, oui. C'est dans toutes les provinces. Mais simplement, j'aimerais rebondir sur la question, est-ce que ça marche? C'est un gros projet parce qu'il doit être implémenté au même moment dans toutes les provinces. Et il y a des petites difficultés liées aux particularités de chaque territoire. Par exemple, dans vos territoires Moueka, suite à la difficulté d'acheminement du ciment, le prix du ciment est très élevé là-bas. Vous voyez, c'est une difficulté particulière à ce territoire-là et à certains autres territoires. Donc, les difficultés, elles ne manquent pas, mais le chef de l'État, et j'aimerais lui jeter des fleurs, chaque semaine, il est au Conseil des ministres. Vous savez, on nous a habitués par les présidents qui se sont succédés d'avoir un Conseil des ministres tous les 3 mois. Aujourd'hui, chaque semaine, il y a un Conseil des ministres. Ça veut dire, je veux rassurer nos compatriotes, la République est bel et bien gérée. Elle est administrée. Le président ne règne pas simplement, il administre, il est en train de diriger une administration. Et ça doit être clair et net. Les difficultés ne manqueront pas, mais puisque il y a des réunions régulières, on trouvera le moyen de les surmonter. Des conseils des ministres chaque mois et plutôt chaque semaine, je peux dire comme ça, mais les gens disent souvent que c'est improductif. Bon, les gens disent souvent que l'IDPS non, mais c'est bien. A toujours. J'ai fini ma question, maître, s'il vous plaît. L'IDPS a toujours des projets chimériques, des discours utopiques qui ne se réalisent pas, jusqu'à tel point que déjà nous arrivons à la fin du mandat de l'IDPS. Mais le projet Kili, mais on voit que sur 100% des projets, presque 30% qui se sont réalisés. Croyez-vous vraiment que cette population va encore réitérer cette confiance en vous? Et puis je vais passer la parole à M. Roger. Ok, mais en bon juriste, je ne peux me défendre que sur ce qui est avéré. Oui. Vous devez me démontrer qu'il y a... Citez-moi 3 projets qui piétinent. Port Banana. Ok. Et nouvelle cité, c'est pas nouvelle ville de Maluku. Ok. Et puis Congolais, Bakolia, poisson et qu'on sort tout ça, l'eau.
Ok, très bien. Monsieur Akilimali, que le chef de l'État avait appelé autrefois du côté Kinkole pour chercher comment collier ça va congolais surtout bas poisson. Ça fait 4. Ils en ont belé. Ok. Maintenant, je peux répondre. Exactement. Voilà. On ne peut pas reprocher au chef de l'État d'être dans les tentatives. Avec monsieur Akilimali, dont vous parlez, Akilimali de Kinkole. C'est une tentative pour trouver la solution à un problème. Est-ce qu'on peut y trouver une faute? Non. Parce que tant que vous n'essayez pas, la réussite, au fait, c'est une addition d'essais-erreurs. C'est ce que les Congolais doivent comprendre. Les pays que vous enviez, où vous voulez vous expatrier, même au prix de vos vies, des fois, ces pays-là se sont construits sur base des essais et des erreurs. Aujourd'hui, on ne peut pas reprocher au chef de l'État d'être dans la tentative. Vous comprenez? Je crois que nous avons tiré beaucoup de leçons de ces 3 ans, 4 ans de gestion et nous continuons à rectifier et à améliorer le tir. Donc on peut dire que c'était les stages. Comme le disent les gens du FCC. Ok, c'est une très belle... Vous rebondissez très bien sur la question. Qu'est-ce qu'on appelle un stage? Un stage, c'est un apprentissage. Ici, nous ne sommes pas en train d'apprendre, nous sommes en train de tester des solutions. Vous comprenez? Si ceux du FCC disent qu'on est en stage, mais en 18 ans de règne, même les études, même le doctorat, ça ne prend pas 18 ans. Hein? Donc je pense qu'on ne peut pas, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il faut être positif. Être positif, ça veut dire quoi? Comprendre que tant que l'action n'est pas arrivée à son terme, on ne peut pas, c'est pas honnête de porter des jugements hâtifs. Vous voyez, le port de Banana, c'est en cours. Vous ne pouvez pas crier à l'échec. Le port de Banana, c'est en cours. Il y a eu des difficultés, certes, mais le chef de l'État et son gouvernement sont à pied d'œuvre pour voir comment surmonter ces difficultés. Très bien. Maître, en vous entendre parler, vous vous plaignez trop. Or, lorsqu'on gouverne, on ne se plaint pas. Parce qu'il y avait un gouvernement qui avait dirigé, nous avons hérité un pouvoir, le pays a été dans un gouffre, comme vous le voulez toujours. Alors, quelles sont les solutions que vous comptez trouver pour remédier tant soit peu à tous ces problèmes que vous avez trouvés? Par exemple, vous dites, comme la question n'est pas encore abordée, mais je m'anticipe pour donner la beauté à ma question de l'insécurité aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une solution escomptée à tout ça. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour tenir un discours qui va convaincre la population, qui va vous renouveler encore notre confiance en 2023? Oui, merci. Je vois que vous êtes tenace avec vos questions. J'aimerais seulement d'abord souligner la description de la réalité, ce n'est pas une plainte, ce n'est pas être plaintif. Dire qu'on a trouvé les caisses vides, par exemple, ce n'est pas une plainte, c'est une réalité. Mais nous ne disons pas on ne fera rien parce qu'on a trouvé le pays par terre, non. Nous sommes en train de dire nous avons trouvé le pays dans une situation X et nous sommes en train d'aller vers la situation Y. Même si certaines personnes de mauvaise foi ne reconnaissent pas qu'il y a un mouvement qui est en train de s'effectuer. Vous comprenez? Parlons de l'insécurité. L'insécurité, c'est le fruit, c'est une insécurité qui perdure depuis plus de 20 ans. C'est le fruit de la destruction de notre appareil de sécurité. Ça, je crois que vous allez être d'accord avec moi. Parce que si l'appareil de sécurité fonctionnait normalement, on aurait neutralisé ces forces négatives. Et comment s'est détruit notre appareil de sécurité? Il s'est détruit par des négociations avec des rebelles. Nous avons intégré ces rebelles dans l'armée et dans les services de sécurité. Et à la longue, nos services de sécurité se sont retrouvés infiltrés. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Et dans ces conditions-là, nous sommes en train de nous battre sur le plan diplomatique. Nous sommes en train, à l'interne, de consolider les forces armées
et les services de sécurité. Je crois que ça donne des résultats petit à petit, mais vous connaissez la Colombie, vous connaissez l'histoire des FARC en Colombie. Ça a pris autant d'années. Vous comprenez? C'est une situation sécuritaire, il y a des avancées réelles et palpables. Mais maître, lorsque vous parlez, vous dites que vous êtes en train d'organiser ou réorganiser l'appareil sécuritaire que vous avez tant décrié depuis votre arrivée au pouvoir, qui a même, selon vous, donné l'accès à l'infiltration de certains pays voisins. Alors, à quand la population va atteindre cette réorganisation? Nous avons vu... Monsieur le journaliste, je vous sais très intelligent. L'organisation, la réussite, les résultats, tout ce dont vous parlez là, ce sont des processus. Vous savez ce qu'on appelle un processus? C'est une démarche. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Ce n'est pas ce n'est pas en claquant des doigts. Vous comprenez? Et moi, je vous sais intellectuel. Je sais que vous devez comprendre c'est quoi un processus. Un processus, c'est une démarche. OK? Et dans cette démarche, il faut s'assurer que tous les pas sont bien faits. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous allons aboutir à la paix. Parce que le chef de l'État actuellement a refusé toute négociation avec le M23. L'armée est en pleine restructuration. Le service de sécurité également. Donc nous sommes dans la démarche. Donc on peut comprendre que tôt ou tard, un bon résultat escompté sera... Absolument. Parce que les signes avant-coureurs annoncent déjà que le résultat sera bon. Mais simplement, je vais, si vous me le permettez bien sûr, paraphraser un philosophe qui a dit « Le temps a été inventé pour que les choses ne se fassent pas d'un coup. » Donc vous comprenez que la réussite, le développement, la paix au Congo ne vont s'obtenir que dans un processus avec le temps. Mais ce temps-là doit être mis à profit. On doit mettre en place les actions qui vont nous mener à bon port. Voilà. Parce qu'il a abordé la question de sécurité, vu que ce n'était pas encore le moment, je vais vous poser une ou deux questions, toujours sur la sécurité, mais en synergie avec la diplomatie du chef de l'État, bien sûr, face à cette dernière. Nous avons vu autrefois le vice-ministre de l'Intérieur, Gilbert, du temps de son Excellence. Voilà, son Excellence, M. Gilbert, bien sûr. Il a visité la Russie et consorts juste pour chercher comment remédier à ces fléaux qui frappent notre pays. Après un certain moment, on a vu son Excellence, M. Jean-Pierre Bemba, qui est aussi ministre de la Défense aujourd'hui, qui a visité aussi l'industrie indonésienne et consorts, juste pour chercher comment remédier toujours à cette situation. Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie du chef de l'État est agissante? Mais vous êtes... peut-être que vous me donnez l'opportunité d'en parler, mais tous les Congolais savent qu'elle est agissante parce qu'aujourd'hui, le pays agresseur, le Rwanda, est en difficulté. Ses ambassadeurs ont du mal à être accrédités dans les autres pays. On a eu l'Union européenne, les États-Unis qui a dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda. Je crois que la question ne se pose plus. Est-ce que dénoncer, c'est la première fois? Nous devons être pragmatiques, maître, quand même. Parce qu'apparemment, là, nous sommes restés sur les superficiels, les photos, les visites dans des industries militaires des autres pays. Mais apparemment, nous ne sommes pas pragmatiques. Parce qu'autrefois, les États-Unis ont condamné ce que le Rwanda fait. Non, monsieur le journaliste, allez au fond de votre question. Qu'est-ce que vous entendez par pragmatisme? Qu'on vienne vous montrer les armes qui ont été achetées? Et pourquoi pas? Non, mais c'est sécuritaire, c'est secret. Je crois que vous êtes assez réfléchi quand même. Si vous avez l'information, les armées étrangères aussi auront l'information. Je crois qu'il faut être quand même un peu dans ce qu'on fait. La question sécuritaire, c'est une question délicate, comme on dit.
Si le vice-premier ministre, M. Jean-Pierre Mbemba, aurait acheté des armes à X ou Y, on ne viendra pas présenter ces armes à la télé. Si l'armée va faire une offensive le 20, le 21 ou le 22 dans certains mois, on ne viendra pas l'annoncer à la télé. Je crois que vous devez prendre votre mal en patience parce que, comme je l'ai dit, la paix ne peut être le fruit que d'un processus. Il n'y a pas une potion magique, il n'y a pas un bouton magique sur lequel on va appuyer et on aura la paix directement. Même si vous amenez Jésus-Christ comme chef de l'État. Est-ce que la RDC était obligée d'adhérer à l'EAC juste voilà une très belle question. À cette situation? Voilà une très belle question. La RDC, je vais vous faire la petite présentation géopolitique. L'EAC, c'est la seule organisation dans laquelle il y a 5 pays qui partagent un territoire continu avec la RDC. Ça veut dire qu'il n'y a aucun obstacle entre la RDC et le Burundi. Tu peux marcher à pied, quitter la RDC et entrer au Burundi. Pareil avec l'Ouganda. Pareil avec le Rwanda. Pareil avec la Tanzanie. Et pareil avec le Sud-Soudan. C'est la seule organisation sous-régionale où on a 5 voisins directs. Donc aujourd'hui, ne pas être dans cette organisation, c'est laisser les autres s'organiser sans vous. Ça voudrait dire contre vous un peu, quoi. Vous comprenez? Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que la RDC a la vocation d'être le leader, non seulement en Afrique, mais aussi en Afrique centrale et dans la sous-région. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être leader en étant absent. Le leadership doit se construire de l'intérieur. Vous comprenez? C'est comme si vous voulez gagner un match sans monter sur le terrain. Nous devons récupérer notre leadership dans cette sous-région. Et nous allons le faire. Et nous ne pouvons pas le faire en restant en dehors de l'organisation. Donc pour vous, la RDC avait pris une bonne décision d'adhérer à l'EAC? Mais je suis en train de vous le démontrer. Je vous donne un autre argument, l'argument économique. Est-ce que vous savez que la partie est de notre pays est tournée économiquement parlant vers ces pays-là de l'Est Afrique? Ils n'utilisent pas le port de Matad, ils utilisent le port de Dar es Salaam. Cher ami. Donc, dans ces conditions, nous n'avons fait que entériner ce que la réalité nous impose par nos frontières géographiques, par la situation économique. Voilà. Alors, maître, vous dites que la RDC dans l'EAC ou la RDT sans être dans l'EAC, ça occasionnerait peut-être un complot sans la RDC. Mais si on comprend très bien. Oui. Alors, aujourd'hui, la RDC est dans l'EAC. Oui. Mais on a comme l'impression qu'il n'y a pas donc, ce dont les Congolais attendaient. Mais, alors, la question est la suivante, s'il vous plaît, maître. Est-ce que l'adhésion de la RDC à l'EAC était irréfléchie ou le gouvernement a eu tout le temps avec à regarder la faisabilité, la pratique des choses avant de s'adhérer? Mais aujourd'hui, la RDC est dans l'EAC, aucun résultat supérieur. L'EAC, là, il n'y a que des tampons. Oh là là. C'est l'opinion qui nous a préconisé de vous poser cette question lorsqu'on a balancé votre affiche. Mais quand vous dites qu'il n'y a aucun résultat, c'est déplorable. Mais il y avait des manifestations en Goma. Mais écoutez, pas plus tard qu'hier. S'il vous plaît, les manifestations sont liées au départ de la MONUSCO. Vous voyez? Mais ils avaient assiégé aussi les locaux de l'EAC. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas être plus catholique que le pape. Le président a dénoncé le laxisme de la force de l'Est-Afrique, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, membres de l'EAC, nous avons évoqué une disposition de la charte de l'EAC. C'est le pacte de non-agression. C'est que nous ne pouvions pas faire hier. Et nous sommes en train d'aller vers des sanctions palpables et visibles envers tous ceux qui violent cette disposition de la charte. Je veux vous dire, il ne faut pas réfléchir par l'absurde. Nous avons cette guerre perdure depuis plus de 18 ans, et pendant ce temps-là, étions-nous membres de l'EAC? C'est la question que je vous pose. Nous n'étions pas membres de l'EAC. Ça n'a pas empêché cette guerre de naître, de progresser et de perdurer. Aujourd'hui, nous sommes membres de l'EAC. Les réunions autour de la situation se multiplient et l'EAC envoie même une force. Soyons d'accord, le mandat de la force n'est pas encore, n'avait pas été clarifié la première fois. La deuxième fois, nous avons précisé qu'elle doit avoir un mandat offensif. Ça veut dire quoi en réalité? Que si ces armées-là sont réellement les agresseurs de la RDC, elles vont s'entretuer. Parce que dans la force de l'EAC, il y aura les militaires de ces pays-là. Et ces soi-disant rebelles qui sont en fait des factions de ces armées-là, elles vont s'affronter, n'est-ce pas? Et si elles ne s'affrontent pas, nous serons dans un cas où nous aurons des éléments supplémentaires de l'implication de ces pays dans ce désordre. Je crois que c'est une question stratégique et hautement politique et qu'il ne faut pas la prendre avec beaucoup de légèreté. Mais maître, vous parlez, c'est la dernière question, vous parlez des sanctions qui sont en train de tomber. Donc, comme vous dites que la diplomatie du chef de l'État est agissante, mais lors de la visite de travail du président burundais, Ndayishimiye, ici en République démocratique du Congo, devant les chevaliers de la plume, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu ses propos, je cite, « Les sanctions qui sont en train de tomber, ce n'est pas celles que nous attendions. » Mais quand même, il y a les sanctions qui se présentent. N'est-ce pas, dans un autre aspect, ça peut être un regret? Non, en fait, vous pouvez l'interpréter comme ça, mais en matière diplomatique, il faut toujours être dans l'élan d'obtenir plus. Et marquer son insatisfaction, ça vous permet d'obtenir plus. Ça permet à ceux qui vont mettre en place les sanctions d'aller encore plus loin. Mais obtenir déjà des sanctions, c'est une avancée. Hier, il n'y avait pas de sanctions. Vous comprenez? Donc, je vous exhorte à être positif. Les choses vont très bien et elles vont aller de mieux en mieux. Espérons que tout ira bien. On va lire tantôt, bien sûr. Maître Évariste, je vous ai suivi sur votre page, je pense Facebook, en train de dénoncer ce qu'a été comme répression des manifestants lorsqu'ils ont manifesté contre la MONUSCO et consorts, alors qu'il y a eu plusieurs morts. Est-ce que ça vous fait plaisir, étant au pouvoir, et observer des situations pareilles que vous avez décriées hier? Mais, excusez-moi, vous répondez souvent à vos questions. C'est ça qui me met en difficulté. Vous dites que vous avez lu sur ma page que je dénonçais ça. Comment vous pouvez me demander si ça me fait plaisir? Non, là c'est vous. Là c'est vous. C'est pas plus l'UDPS. Non, mais justement, la question, elle s'adresse à moi. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. La question, elle s'adresse à moi. Et j'ai l'impression que vous avez la manie de répondre vous-même à vos questions. Donc ça me met en difficulté. Mais quand même, pour être fair play, je vais quand même parler là-dessus. En réalité, en réalité, personne ne peut cautionner
la perte, ne fût-ce que d'une vie humaine, lorsque ce n'était pas nécessaire. Et je crois que le chef de l'État est clair là-dessus. La volonté politique n'est plus à démontrer. Je vous renvoie au communiqué du porte-parole du gouvernement. Donc je crois que ça ne mettra personne à l'aise. Aucun démocrate ne peut se sentir à l'aise dans cette situation et je crois que nous y travaillons. Nous y travaillons, ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité dans le chef de ceux qui détiennent le pouvoir politique, c'est-à-dire il faut que il y ait la lumière autour de ces événements et qu'il y ait éventuellement des sanctions si il en faut. 2 mois et demi ou 3 mois il nous reste pour affronter les élections. L'UDPS en synergie avec l'Union Sacrée. Croyez-vous que vous allez rafler ces élections haut la main? Non, on en a la ferme certitude. Il n'y a personne, il n'y a rien en face, comme disent les Ivoiriens. Le boulevard est tout tracé, il n'y a rien en face. N'aimez-vous pas qu'avec... je reviens sur ma question que je vous ai posée il n'y a pas longtemps, que lorsque vous accueillez les autres venant de l'autre camp, je peux dire comme ça, est-ce que... Parce que apparemment, lorsqu'on a reçu... je pense que M. Gustave Lutumba, il est président fédéral de l'UDPS du côté de Tchangou, si je ne me trompe pas, il dirait que ces gens-là, ce sont des infiltrés. Et que vous, l'UDPS, vous êtes au courant. Mais lorsque ces gens-là viennent pour peut-être soutenir l'UDPS, entre guillemets, est-ce que vous êtes sûr que ce gens-là vous soutient en vérité, afin que le chef de l'État travaille comme il se doit, si jamais qu'il réussissait au prochain mandat? Bon, je vais répondre très rapidement. Un bon politicien ne compte pas sur la bonne foi des autres. Et ils sont prémunis. Il prend les mesures nécessaires pour atteindre ses objectifs. Voilà. Monsieur Roger, une question et puis on va clôturer l'émission. Oui, très bien. Je pense qu'on nous fait signe que nous sommes à la fin. Maître, on voulait en quelques poussières de secondes nous parler un peu de votre vision politique et quelques perspectives d'avenir. D'abord, vous êtes candidat chez vous à Mouika. Je pense que vous ferez face à des caïmans, à des baobas, que moi-même je maîtrise, pour ne pas les citer, mais vous les connaissez très bien. Mais quand même, dans toutes les images qu'on visualise, dans vos éléments de reportage, soit sur votre page Facebook, vraiment l'accueil est, je dirais, on vous accueille dans les fanfares. Il y a vraiment une foule qui vient toujours à votre arrivée dans le fief. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques secondes la vision que vous avez pour Mouika et pour toute la nation congolaise? Oui, brièvement, je crois qu'en toute modestie, je suis encore en train de me former et de me forger au sein de mon parti. Je suis en train d'apprendre. Mais déjà là, avec les bases que j'ai, je peux dire que nous avons l'obligation, en tant que combattants, de porter ce flambeau-là. Le flambeau que les pères fondateurs de l'UDPS ont allumé. Et nous avons l'obligation de maintenir cette flamme et de la passer aussi aux générations qui viendront après nous. En gros, notre vision, c'est l'instauration d'un état de droit, ce qui est en train d'être fait déjà, et avec tous ses corollaires. Un des corollaires de l'état de droit, c'est la bonne gouvernance. Alors, ça c'est en gros, c'est que contient notre vision politique. Ensuite, pour le territoire de Mouika, comme vous l'avez dit, je suis par mon sang attaché à Mouika et ça, personne ne peut me l'enlever. Je ne viens pas pour empêcher les autres de faire la politique, je viens pour jouer ma partition. Je viens pour apporter ma pierre à l'édifice. Et
J'espère que sportivement, les autres vont l'accepter. Faute de quoi, ça deviendra compliqué pour les uns et pour les autres. Maître, le temps n'étant pas notre compagnon, on est obligé d'arrêter cette émission. Sinon, nous vous remercions. Je vous remercie et bon courage. Merci. Vous êtes Yoyi. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Mobile. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez été fidèles à suivre cette émission. Vous étiez en face des maîtres Évariste Kouete Kalala, lui qui est déjà bien sûr candidat député national dans sa circonscription du côté Moueka. Je rappelle qu'il est encore secrétaire national en charge de la justice et des droits humains, mais aussi il est avocat. Cette émission est à suivre aussi en rediffusion lundi. Mesdames et messieurs, portez-vous bien.